Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, un podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc, aujourd'hui, notre thématique, ce sera les jeux qui sont meilleurs sur Board Game Arena. Donc, il y a des jeux qu'on aime jouer physiquement, mais il y a des fois, c'est compliqué de faire le suivi de tous les trucs qui sont en train de tourner à côté du jeu. Fait que des fois Board Game Arena n'est pas seulement c'est un bon outil dans le fond pour faire le suivi de notre partie. Oui, puis tu sais notre épisode sort le lundi de Pâques là, fait que peut-être que vous l'écoutez en vous rendant à un brunch dans la belle famille éloignée que vous voyez même pas une fois par année. Là. Fait que quoi de mieux qu'un jeu qu'on peut jouer sur BGA subtilement sur son téléphone en dessous de la table plutôt que d'écouter les commentaires racistes d'un oncle qu'on voit jamais puis qu'on n'a pas le goût d'entendre. En effet, ça m'apparaît beaucoup plus intéressant de jouer sur Board Game Arena. Ça a l'air le fun, tes parties de famille, Sam. Là, je parle pas par expérience, là, je m'adresse à, on rend service au monde, dans le fond. Ouais. Là où il y a un besoin, on va être là. Exact. Puis, pour combler ce besoin de jeux de société, de mon côté, je vais défendre le jeu Seven Wonders Duel. Et Sam va nous défendre. Moi, je vais parler de La gloire d'Odin, ou A Feast for Odin. En parlant de fight puis de festoyer. Donc, on va continuer avec un retour sur notre duel de l'an dernier, qui était le 3e épisode de notre série Star Wars contre le Seigneur des Anneaux. Puis, de mon côté, j'avais défendu le jeu Star Wars The Deck Building Game, qui est un jeu à 2 joueurs Le deck building. Le deck building, merci. Qui fait beaucoup penser à... Seulement tu t'étais écouté en disant le titre. Ouais, ben c'est ça. En plus, ça aide. En plus, c'est comme écrit dans le titre. Qu'est-ce que c'est? Mais ouais, donc c'est un jeu de deck building thématique Star Wars qui va faire penser un peu à Hero Realms puis à Star Realms, dans le sens où les deux joueurs vont créer leur deck, ils vont se taper dessus puis ils vont perdre des points de vie. Là, ici, c'est chaque faction, un joueur va jouer l'Empire, un joueur va jouer les Rebelles, a des bases à protéger. Les bases, dans le fond, c'est des planètes qui ont des nombres de points de vie puis qui offrent un pouvoir spécial à son possesseur le temps qu'il l'a. Puis le but, c'est de détruire sur toutes les bases, en faisant des dégâts, en jouant des cartes qui font des dégâts puis qui vont chercher des ressources pour acheter d'autres cartes, pour après ça, c'est ça, construire un deck efficace. Une des grosses twists de ce jeu-là, c'est qu'on a une piste qui est la force, qui va changer d'un bord à l'autre en fonction des cartes qu'on va jouer. Ça va donner un avantage parce que si la force est totalement de ton bord, tu vas avoir plus de ressources pour acheter. Puis sinon, tu as certaines cartes qui ont des bonus si tu as la force avec toi. Ouais. Puis un autre twist important, c'est que le marché de cartes, il est aligné avec un joueur ou l'autre. Dans le fond, c'est qu'on a des cartes de l'Empire qui peuvent juste être achetées par le joueur impérial, puis des cartes rebelles qui peuvent juste être achetées par le joueur rebelle. Puis tu peux attaquer ces cartes-là, fait que ça fait que le marché il bouge, puis tu peux influencer l'autre joueur, fait que... Ouais, ça c'est une pas mal plus grosse twist, je trouve. Ça j'avais pas vu ça dans d'autres jeux. Puis t'as une récompense aussi à aller péter les cartes de l'autre. Là, non seulement l'opposant pourra pas la mettre dans son deck, mais le fait de la péter, ça te donne quelque chose. Fait que c'est comme une autre façon d'acheter avec tes points d'attaque si tu t'es pas capable de péter les vaisseaux ou que la base est protégée ce tour-ci pour X raison, ben ça te donne quelque chose à faire avec ton dégât excédentaire. C'est ça, puis ça a un impact sur l'autre joueur, parce que des fois, tu vas faire apparaître une carte qui est super bonne pour l'autre joueur, puis tu te dis, s'il me met ça dans la face, ça va faire mal. Ben, tu peux la péter avant qu'elle soit achetée. Et ça a comme ce double rôle-là. Fait que, moi aussi, j'ai beaucoup aimé, j'ai encore rejoué, il y a pas si longtemps. Fait que c'est un jeu que je vais garder dans ma collection. Et toi, Sam? Moi, j'avais pas eu ça non plus, puis je pense que j'ai même rejoué avec toi une fois ou deux, là, depuis le duel. Mais moi, de mon côté, j'avais parlé de War of the Ring The Card Game, qui, surprenamment, est un jeu de cartes. Puis dans le fond, c'est comme le jeu War of the Ring, mais distillé pour que on enlève le board, on enlève les armées, c'est juste des cartes. C'est, dans le fond,
les auteurs de War of the Ring, mais qui se sont associés à ceux qui avaient fait les jeux Quartermaster General. Donc, qui étaient d'autres jeux de guerre qui étaient card-driven. Dans le fond, qu'on joue des cartes pour faire avancer notre armée. Puis les cartes, dans le fond, c'est basé sur des événements là, dans Quartermaster General, c'est des vraies affaires qui sont arrivées dans l'histoire. Dans War of the Ring, the card game, ben c'est soit des personnages ou des objets, des armées, des événements qui sont arrivés dans les livres. Puis comme dans le jeu de base, ben on va avoir comme une espèce de deux fronts à gérer là. Donc on a la guerre en tant que telle, mais aussi le chemin de le chemin de la communauté de l'anneau qui partent de la comté puis qui se rendent jusqu'au Mordor pour détruire l'anneau. Donc on a comme ces deux fronts là à gérer parce qu'on peut se concentrer sur un puis comme mais par contre si on gagne pas dessus rapidement, ben on peut se faire couper l'herbe sous le pied de l'autre côté là. Donc faut comme essayer de balancer, d'être au moins pas pire d'un deux. Même si on veut, il y en a un qu'on vise peut-être plus pour la victoire là. En tout cas, moi ce qui m'a frappé, c'est à quel point ce jeu-là a été capable d'être très thématique dans son exécution. Tu sais, quand on est à un certain moment dans le fond du chemin de l'anneau, on a certaines restrictions, comme certains personnages peuvent juste être utilisés pour le chemin au moment où est-ce qu'ils sont sur le chemin, tu sais, dans le fond. Parce que ben le chemin, dans le fond, tu le fais de façon chronologique, puis tu pourras pas jouer Gimli avant que la communauté arrive au Conseil d'Elrond, puis tu pourras pas jouer passer un certain point un coup que la communauté s'est brisée dans l'histoire, tu sais. Exact. Fait que ça, je trouve ça quand même cool parce que t'as vraiment le feeling de suivre les moments de l'histoire. C'est sûr que ça fait que des fois, tu te dis, ben j'ai Gimli, c'est la seule carte nain, tu peux la jouer seulement à certains moments. Très précis. Fait que tu sais, ça fait que des fois t'as de la misère à faire certaines cartes. Ouais, mais en même temps, tu sais, le système fait en sorte que toutes les fois que tu veux jouer une carte, faut que tu défausses une autre carte. Fait que tu sais, ces cartes-là qui a trop de restrictions dessus pis que tu peux pas jouer, tu peux quand même les utiliser pour faire autre chose. Fait que tu sais, c'est à toi à gérer ta main. Ce que je trouve cool aussi, c'est que tu peux le jouer à deux ou en équipe. Là, en équipe, comme chacun a comme ses sous-factions. Là. Mettons, il y en a un qui va jouer les humains, puis l'autre les humains puis les elfes, je pense, puis l'autre c'est les hobbits, les nains, les magiciens, ou quelque chose comme ça. Là. Mais bref, tu te splits un peu la tâche, puis tu sais, chaque demi-deck, si on veut, a comme ses spécialités, puis tu sais, il y a des synergies entre les factions, là, un peu plus avec le côté des gentils qu'avec le côté des méchants, là, ce que je trouve quand même assez thématique aussi, là. Ouais, puis tu sais, quand tu joues en équipe, tout le monde a comme son timing que c'est là qu'il faut qu'il brille, là. Tu sais, il y a comme un moment où est-ce que là c'est Sauron qui va tabasser tout le monde, qui va être violent sur le champ de bataille. Puis à un autre moment, ben là ça va être plus Saruman. Fait que tu sais, il y a comme t'as tout le temps comme un rôle à jouer. C'est pas tout le temps toi qui va être le gros combattant, mais tu vas pouvoir gérer l'histoire pendant ce temps, le chemin pendant ce temps-là. Ou tu peux te setuper pour les prochains tours, parce que tu sais, pour envoyer du monde en bataille, il faut que tu aies joué un tour précédent aussi. Fait que tu sais, t'as jamais comme rien à faire, là. Toujours moyen de trouver quelque chose. C'est l'équipe qui va trouver les meilleures choses qui va réussir à gagner. J'ai malheureusement pas rejoué beaucoup parce que moi je l'ai aimé, moi je l'ai adoré ce jeu-là, mais tu sais, toi t'as pas trippé tant que ça, Ariane non plus, fait que j'ai comme pas eu vraiment l'occasion de le ressortir, mais tu sais, il me chicote, là, puis j'ai vu que les extensions étaient sorties, là, pas longtemps, où tu sais, les pre-orders sont sortis, donc je pense que l'extension pour un mode solo est sortie, puis il y en a comme une autre qui a été annoncée, là, fait que il me tente, mais en même temps, tu sais, je trouve pas que j'ai joué assez pour justifier d'avoir besoin d'une extension, mais en même temps, ce serait peut-être une bonne excuse pour le ressortir, fait que on verra. Ouais, puis mode solo, justement, tu sais, si t'as de la misère à trouver des intéressés, tu sais. Oui, mais en même temps, c'est le genre de jeu que si je le joue beaucoup en solo, après si je le sors avec quelqu'un, je vais le torcher pis ça va être plate, là. Ouais. Parce que de connaître les decks, de connaître qu'est-ce que les autres peuvent faire, ben je pense que ça peut vraiment aider à mieux planifier tes affaires, là. Fait que c'est le genre de jeu que c'est le fun de découvrir avec un adversaire puis d'évoluer ensemble là-dedans. Ouais. C'est vrai que ça fait que le challenge est plus long. Tu sais, je veux dire, tu vas l'étirer tout le temps parce que tout le monde va être au même niveau. C'est ça. Cool. Fait que ça, c'était notre duel de l'an passé.
Bon, fait que maintenant, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Fait que Sam, il y a un jeu que tu as essayé récemment, mais dont je n'ai pas fait l'essai. Ouais, c'est le jeu Habitat du designer Corny Van Morsel et publié. Moi, j'ai joué à la version qui a été republiée récemment par Allplay. Mais originalement, ça a été publié en 2016. Puis c'est un petit jeu de placement de tuiles, un peu dans la veine des tu sais, Cascadia, Calico, où ce que tu sais, t'as comme plusieurs conditions de scoring qui vont comme être en conflit les unes avec les autres. Là, t'essaies de placer tes tuiles pour optimiser ça, puis comme ça peut être assez casse-tête. Dans le fond, dans celui-là, le thème, c'est qu'on fait un genre de safari, puis on essaie de... En fait, on essaie de se faire un genre de parc safari, puis on se construit un habitat pour les animaux. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il va y avoir un marché de tuiles qui est comme commun, puis tout le monde va avoir comme son petit Jeep qui va être dans le marché. Puis là, quand c'est à ton tour, tu peux soit aller par en avant ou tourner à droite ou à gauche. Puis là, tu vas prendre la tuile sur laquelle tu arrives, puis tu la rajoutes à ton tableau. Puis là, quand ça va revenir à ton tour, ben là, tu vas refaire ça, mais tu pourras pas comme repartir en arrière. Puis là, toutes les fois que tu t'en vas, l'endroit d'où tu quittes, dans le fond, c'est là qu'on va rajouter la nouvelle tuile. Fait que la nouvelle tuile que tu fais apparaître, tu pourras pas l'avoir facilement, mettons. Ça va te prendre une couple de tours pour comme contourner puis revenir. Puis sur les tuiles, c'est ça, ils vont avoir une couleur d'habitat, dans le fond, plus un élément dessus, qui peut être soit un animal, qui, mettons, tu sais, l'animal, il va dire, ben, je vais être à côté de 2 tuiles d'habitat bleu puis une tuile d'habitat vert. Fait que là, soit que tu mets ces 2 tuiles-là comme directement à côté de ton animal, ou s'ils sont groupés ensemble, dans le fond, ça compte comme un gros habitat de 2 tuiles, puis ça, c'est bon pour satisfaire les conditions de ton animal. Fait que si, mettons, mon gorille, il a besoin de 3 forêts, ben, il peut avoir juste une forêt qui est collée sur mon gorille, parce que, tu sais, c'est des tuiles carrées, là, fait que t'auras pas plus que 4 tuiles à côté, mais comme tu pourrais avoir une tuile de forêt, puis là, s'il y a 2 autres tuiles de forêt qui sont comme raccrochées à ça, ben ça compte comme un habitat de 3 tuiles de forêt, fait que c'est bon pour ton gorille, même s'il y en a juste une des 3 qui y touche. Fait que c'est ça, on a les animaux, on a des comme des points d'attrait aussi qui vont soit juste donner straight up des points s'ils sont bien entourés de qu'est-ce qu'ils ont besoin, ou qui tu sais, il y en a que, mettons, tu regardes les 3 dans une ligne, dans X direction, puis là, pour chaque animal qu'il y a là-dedans, ça te vaut 2 points, chaque fleur, ça vaut 1 point, en tout cas, bref, t'as comme plusieurs types de tuiles qui vont se carrer de plein de façons différentes, puis là, t'essayes comme d'agencer tout ça pour essayer de maximiser les points que ces tuiles-là te donnent. Mais en plus, tu sais, la partie se déroule en 3 rondes, puis à la fin de chaque ronde, ben, il y a comme des objectifs partagés par tout le monde, là, ça peut être celui qui a le plus gros parc, ou celui qui a le plus de côtés sur son parc, ou le plus gros rectangle complètement fermé. Plein d'affaires qui vont changer d'une partie à l'autre. Dont certains qui étaient pas toujours intuitifs. Là, il y en a un on était 5 joueurs, puis je pense qu'au début, on avait comme 5 interprétations différentes de qu'est-ce que ça voulait dire, cet objectif-là. Puis comme quand on est arrivé pour le scorer, il y avait juste 2 joueurs qui avaient vraiment compris c'était quoi que ça voulait dire. Là. Ok, ouais, c'est genre la distance la plus courte entre une de tes portes. En fait, non, la distance la plus longue que tu peux faire entre une de tes portes puis une de tes tuiles, parce que t'as des tuiles qui sont des portes d'entrée dans ton parc, si tu veux, là. Mais il fallait que tu prennes la distance la plus longue possible, puis tu voulais que ça soit le plus court possible. Fait que là, juste de compter comment c'était mêlant, mais en plus de savoir si tu veux que ça soit le plus long possible ou le plus court possible, on a perdu du monde, là. Pourtant, le jeu, il est comme super simple, là, mais c'est ça, le wording, des fois, sur les objectifs est comme juste assez pas clair pour créer de la confusion, là. Ok, puis t'as joué à l'édition en anglais ou en français? C'était en anglais, je pense. C'est-tu la langue originale? Ouais. Je pense que oui, là, c'est juste comme pas intuitif, des fois. Mais tu sais, un coup que tu l'as compris, ça va, là, mais c'est ça, c'était comme, pour vrai, ça serait que le plus gros défaut que je pourrais donner au jeu, mais même ça, c'était pas si pire que ça, là. Faut juste prendre le temps de bien le lire et de bien l'expliquer à tes joueurs, là. Mais sinon, c'est ça, là, c'est un petit jeu,
tu sais, il y a un petit peu d'interaction parce que tout le monde se promène sur le marché commun, mais en même temps, tu sais, le marché est quand même assez gros, là, fait que de se rendre d'un bout à l'autre, là, ça te prend comme le round au complet, là. Nous, vu qu'on était 5 joueurs, c'était comme, il y avait 7 tours par ronde, là. Fait que, tu sais, oui, le marché va changer avant que ça revienne à toi, mais en même temps, il changera. Ce qui est disponible pour toi, tu sais, c'est au maximum 3 tuiles, là. Fait que tu peux plus ou moins te jouer dans les pattes, là. C'est plus, il peut avoir une course pour l'objectif, là. Mettons, c'est avoir le plus de telle affaire, ben là, tu vois, ok, moi, en ce moment, j'en ai 3, lui, il en a 2, il en a 4, là, tu sais, je suis peut-être encore dans la course, puis mais en même temps, tu sais, comme, le premier fait des points, le deuxième en fait un petit peu moins, le troisième en fait encore un petit peu moins, puis je pense que même le quatrième en faisait peut-être un peu, là, fait que c'était pas la fin du monde, mettons, c'était deuxième ou troisième, là. Par contre, quand tu tombes égal, ben là, tu baises les deux d'une catégorie, là. Fait que ça pouvait faire que les autres en arrière, ils tombaient à pas faire de points pantoute, là, quand tout le monde était à peu près égal, là. Tu voulais pas être comme celui qui est juste un en arrière, mettons. Ouais. Qui a mis quand même pas mal d'efforts, ou en tout cas, qui a C'est ça. voulu s'investir, puis que toutes les autres qui ont fini égales te bombent. Ouais, pis là, tu finis avec pas de points pour ça. Mais tu sais, honnêtement, ça a pris peut-être 40-45 minutes, la partie. Puis, c'est ça. C'était pas, je vais pas aller me l'acheter, mais comme, j'y rejouerais sans hésiter, là. C'était le fun, là. Pis tu sais, le jeu, il est beau, là. J'ai mis des photos, là, sur Instagram, là. Les illustrations sur les tuiles sont quand même nice, là. Pis ça te fait un beau tableau, là, à la fin, là. Même si des fois, il était un peu tout croche parce que c'est ça qui score des points, là. Ouais. Cool. Fait que c'était Habitat. Pis toi, j'ai cru comprendre que t'as joué à un genre de pseudo aventurier du rail. Plus. Ouais, ça fit bien, je pense, comme description. J'ai joué à Spy Connection, sorti en 2021, designé par Matthew Dunstan et Brett Gilbert, et publié aux éditions Pegasus Spiel. Fait que dans Spy Connection, chaque joueur est un espion, puis il doit développer son réseau d'espions en créant des connexions entre les villes. Fait que le plateau, ça ressemble aux aventuriers du rail. T'sais, on a des villes qui sont placées, qui sont connectées par des chemins, qui ont plus ou moins d'emplacement. Puis on a toute une carte de départ qui dit, OK, il faut que tu déplaces ton espion dans telle et telle ville. Puis pour déplacer ton espion, ben il faut que tu puisses relier des villes avec tes agents. Puis en reliant deux villes, tu peux déplacer ton espion là. Puis accomplir tes missions. Comme je disais, ça ressemble pas mal aux aventuriers du rail parce qu'on va pouvoir, à mesure que la partie va avancer, c'est acheter des nouvelles missions qui nous disent, dans le fond, d'aller sur telle ou telle ville. Là, ici, on peut aller dans les différentes villes de nos cartes dans n'importe quel ordre. L'idée, c'est juste qu'il faut qu'on aille à toutes ces villes-là. Là où ça devient un peu plus de gestion, c'est que chaque joueur a un nombre assez limité d'agents. Ces agents-là, c'est ceux-là qui vont nous permettre c'est ce qu'on va mettre sur le plateau pour pouvoir relier nos villes. On va aussi devoir les dépenser pour acheter des nouveaux contrats. Puis quand on réussit, dans le fond, à envoyer notre espion sur une ville d'un de nos contrats, ben il faut prendre un jeton agent puis le mettre sur cette carte-là. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu trouves la bonne équilibre entre, OK, je vais faire des missions, mais il faut pas que t'en aies trop parce qu'à un moment donné, tu manques d'agents. Tu peux toujours, à tout moment, aller rechercher tes agents qui sont sur le plateau pour pouvoir les remettre ailleurs. Mais il faut que tu fasses attention parce que c'est intéressant de faire des chemins longs parce que tu te déplaces plus loin puis c'est plus facile de faire de visiter des villes. Il y a une petite interaction aussi entre les joueurs. C'est contrairement aux aventuriers du rail, on va pas totalement bloquer un autre joueur si on relie deux villes ensemble. Puis dans le fond, si je relie Berlin et Varsovie, quelqu'un peut essayer lui aussi de relier ces deux villes-là. C'est juste que ça va coûter 2 agents par emplacement au lieu d'en coûter juste un. Fait que ça double le coût des chemins quand il y a déjà quelqu'un là. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui se joue assez rapidement parce que le jeu se termine quand on a fini quand quelqu'un finit 7 missions. Puis une fois que c'est fini, ben tout le monde fait un dernier tour, on compte les points, puis celui qui a le plus de points gagne. Les cartes complétées valent full point, les cartes
compléter partiellement valent le nombre de villes que t'as réussi à faire. Fait que tu sais, même au dernier tour, si t'es pas capable de compléter une carte complètement, tu peux envoyer ton espion à un endroit juste pour faire un point de plus. Fait que c'est ça, c'est un jeu, j'ai vraiment fait le tour des explications, là. C'est pas bien plus compliqué que ça. Je trouvais, en fait, on commençait à s'installer, puis c'est ma conjointe qui dit ah, ça ressemble aux Aventuriers du Rail. Je dis ouais, c'est vrai. Puis moi j'avais pas, c'est con, j'avais pas fait le parallèle au début en regardant. Fait que là, j'ai dit ouais, Kat, t'es pas mal wise. Je pense que c'est pour ça que tu sors avec moi. Puis Right. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, faut que tu gères ta dynamique d'économie d'agent, là, c'est comme la twist principale du jeu. Tu peux moduler un peu la difficulté, t'as comme 2 cartes. Le plateau est réversible dans le fond. Puis tu peux jouer en mode avancé où les contrats coûtent plus cher, puis t'as moins d'agents en début de partie, ou tu peux jouer plus facile où t'as un contrat gratuit à chaque tour qui est disponible. Puis t'as un agent de plus, fait que c'est plus facile à gérer. Puis la question, tu jouerais-tu à ça ou aux Aventuriers du Rail? C'est un choix entre les deux. Ça ressemble beaucoup. Là. Ouais, c'est une bonne question. J'ai envie de dire que Spy Collection, je le trouve moins aléatoire. Tu sais, tu dépends moins comme de bon, je vais-tu piocher les bonnes cartes pour avoir mon bon chemin. Le fait que tu peux aller aux endroits que les autres sont, c'est juste que ça te coûte plus cher. Je trouve ça bien aussi parce que tu peux un peu bloquer les autres, mais t'es pas complètement. Tu peux pas être absolument bloqué par les autres joueurs parce que t'as pas pensé à ton chemin comme faut. Ouais. Puis mettons que t'es 3 ou 4 joueurs, là, le troisième puis le quatrième qui arrive, faut-tu qu'ils payent 3 puis 4 agents par chemin ou c'est tout le temps juste 2? C'est tout le temps juste 2. Yep. Parce que sinon, ça n'aurait pas de bon sens, là. Vu que t'as 15 jetons, puis la plupart des chemins, ils vont être 3 ou 4 de long, tu sais, tu pourrais passer tous tes jetons sur un chemin, fait que non, c'est tout le temps juste 2 de plus. Mais c'est ça. Par contre, quand tu vas récolter si admettons justement, faut que t'ailles rechercher tes jetons sur le plateau. Ben, si t'en as mis 2 à une place, t'es obligé de reprendre les 2. Tu peux pas dire, ben là, je vais juste en reprendre un sur mon chemin qu'il y en a 2 puis garder mon chemin intact. Non, tu vas tout défaire ton chemin. Même si l'autre est plus là non plus. Exact. C'est intéressant, tu sais, ça va dans la même ligne puis ça va beaucoup plus vite c'est beaucoup plus court que les Aventuriers du Rail parce que ton tour, t'as pas beaucoup de choses à faire, tu places ton chemin, tu déplaces ton bonhomme, ou bien t'achètes une carte, ou tu fais juste déplacer ton bonhomme dans ton réseau. Fait que c'était Spy Connection. Fait que pour faire une petite entrée en matière, tout à l'heure, moi et Sam m'a fait essayer un jeu sur Board Game Arena, le jeu Splendor Duel, designé par Marc-André et Bruno Catala. On dirait que Marc-André... Il y a un Marc-André Catala? Non. Le gars, il s'appelle Marc. Juste Marc. C'est comme toi, Sam. Ouais. Son nom de famille, c'est André. Marc-André. Ah. Et les auditeurs qui ont de bonne mémoire vont peut-être se rappeler que j'avais fait la même joke quand on a parlé de Splendor. Ben, pas avec Bruno Catala, mais en tout cas. Ouais. Marc-André qui? C'est tellement facile. Ouais. Ben, j'étais un papa. Hein. J'ai pas le choix de faire cette joke-là. Ouais. C'est correct, on te pardonne. C'est ça. Fait que c'est designé par Marc-André et Bruno Catala, ton préféré, et publié par Space Cowboys. Ouais, puis moi je dirais c'est comme l'équivalent de Seven Wonders Duel puis Seven Wonders là en termes d'amélioration du jeu pour le rendre en duel par Bruno Catala. Il le fait encore. Mais je dois dire que pour mes préférences à moi, on partait de plus loin que Seven Wonders parce que moi j'étais pas un grand fan de Splendor. Mais cette version duel-là, elle tombait plus dans ma tasse de thé, mettons. C'est drôle parce que c'est ça. Moi j'avais comme le truc contraire dans le sens où moi j'avais bien aimé Splendor. Puis je me demandais, j'ai surtout joué à Splendor à 2. Puis je me demandais, Splendor Duel, ça rajoute-tu vraiment quelque chose? Puis finalement, ouais. Ça rajoute pas mal d'affaires. Dans le fond,
comme dans Splendor, là, ça va être un jeu où on va faire du engine building, on va accumuler des gems pour acheter d'autres cartes qui vont nous donner plus de gems, pour acheter des meilleures cartes qui vont nous donner plus de gems et des points. Dans le jeu de base, fallait juste comme, c'est une course à se rendre un X nombre de points, puis c'est tout. Puis on pouvait comme pas mal prendre les couleurs qu'on voulait quand on prenait des ressources. Dans celui-là, on va avoir un marché de gems qui vont être disponibles. Puis c'est comme une espèce de grille là, en carré. Puis à mon tour, je vais pouvoir en prendre 3 qui se touchent dans une même ligne. Puis ça peut être une diagonale, verticale, horizontale. Mais dans le tableau, il va y avoir des cartes de pépites d'or aussi. Ben pas des cartes là, mais des jetons de pépites d'or. Celles-là, on peut pas les prendre en même temps que les autres gems. Par contre, si je prends juste une pépite d'or comme dans le Splendor original, la pépite d'or va être un wild qui peut être utilisé comme n'importe quel autre gem, mais elle me permet aussi d'aller réserver une carte dans le marché qui est disponible. On a comme 3 tiers de cartes, là, des plus cheap qui sont plus faciles à construire mais qui donnent des bonus moins intéressants, des moyennes puis des vraiment hot mais qui coûtent très cher. Puis sa grosse twist par rapport à l'original, c'est qu'on va avoir 3 conditions de victoire qu'on peut aller chercher. Fait que, soit qu'on fait 20 points, soit qu'on fait 10 points avec des cartes qui ont des couronnes dessus, ou soit qu'on fait 10 points avec des cartes d'une seule couleur. C'est ça qui fait que le jeu a un peu plus de grit puis de stratégie, je trouve. Même si on garde un système de règles qui est très très similaire, tout aussi simple, mais comme les conséquences de nos décisions sont sur comme plusieurs fronts en même temps, puis ça, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose qui moi je trouvais qu'il me manquait dans l'original, que je trouvais un peu ennuyeux là, de juste comme acheter des gems pour faire des points, puis comme c'était un petit peu trop basic à mon goût. Puis là, celui-là, il rajoute juste une petite couche de plus. Mais tu sais, ça reste très simple, mais comme j'ai un peu plus d'affaires à penser quand je prévois mes trucs. Là. C'est que t'as aussi comme plus d'options d'avenue de victoire, puis faut que tu regardes un peu plus qu'est-ce que ton opposant fait, parce que tu sais, peut-être qu'il a l'air de rien là, quand tu le regardes. Comme par exemple, quand moi je regarde Sam, je suis comme ouais. Mais là maintenant tu vois que oh, il y a genre 9 couronnes, oh, il y a une couronne facile sur le jeu, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, faut que tu regardes un peu plus qu'est-ce qui se passe puis que tu surveilles ton opposant, quitte à aller réserver des cartes qui peuvent lui permettre de gagner pour le ralentir. Mm-hmm. Puis tu sais, les cartes de couronne, quand tu les accumules dans ton tableau, dans le fond, ça te permet d'aller chercher comme ce qui est l'équivalent qu'il y a des nobles qu'il y avait dans Splendor. Mais là, c'est vraiment les couronnes qui vont te donner ça. Puis en plus, ils ont comme ils valent des points, mais ils ont comme des petits pouvoirs dessus. Puis même, il y a des cartes que t'achètes, que tu mets dans ton tableau, qui ont ces pouvoirs-là aussi, qui te permettent de soit d'aller chercher une gemme de plus, ou de rejouer, ou de voler une gemme à l'autre. Fait que tu sais, sans être des points, c'est juste des petites affaires de plus. Il y a des actions que quand tu fais, ça donne un privilège à l'autre joueur. Puis là, quand t'as un privilège, ça te permet d'aller chercher les cartes dans le marché avant de faire ton action principale. Fait que, tu sais, s'il te manque juste une ressource, ben là, tu peux aller la scooper. Fait que là, c'est un peu comme ça que j'ai gagné dans notre partie. Tu sais, j'étais chercher une ressource qui me manquait avec un privilège. J'ai joué une carte qui me permettait de rejouer pour, après ça, aller chercher une autre carte qui m'a permis d'exploser le threshold de 20 points, là. C'était comme un tour trip, pis c'était assez satisfaisant. Ça c'était bien enchaîné, là. Surtout que à ce moment-là dans la partie, on était pas mal égal, tu sais, mais on était tous les deux, on sentait que la fin arrivait. Puis là, power move, moi je l'ai même pas vu venir, là. Moi j'étais déjà en position de dire ok, je vais aller pogner cette carte-là, puis tout ça. Puis au moment où j'avais comme fini de peaufiner ma stratégie dans ma tête, BGA me dit vous avez perdu. Hein? Puis c'est ça, c'est pas bien plus long à jouer qu'une partie Splendor normale, là. Tu sais, son seul défaut par rapport à l'original, si on veut, c'est qu'il peut juste se jouer à 2, là. Tu peux pas le jouer à 3 ou 4, mais comme, pas nécessairement un défaut, là. C'est comme ça. Je veux dire, tu sais, c'est pour ceux qui aimaient jouer à Splendor à 2, qui se sont dit, ben, on peut le rendre plus crunchy parce que il était peut-être plus apprécié à plus nombreux. Moi,
C'est drôle parce que moi, j'ai ça, je jouais quasiment juste à 2 à Splendor, puis j'avais bien gros du fun. Puis, fait que je me sentais pas visé par Splendor Duel, mais finalement, il va falloir que je joue un peu. Ouais, mais c'est ça, mais non plus, tu sais, comme, j'étais pas attiré du tout parce que, tu sais, j'avais pas vraiment aimé Splendor. Mais finalement, je pense que c'est sur le Discord de Professeur Board Game, ils faisaient un tournoi de ce jeu-là. Puis tu sais, ils font un tournoi tous les mois, puis tu sais, je finis tout le temps par embarquer, même quand je connais pas le jeu. Puis là, tu sais, j'ai perdu vite dans le tournoi, là. Ma première game était vraiment super serrée, là. C'est décidé au dernier tour. Puis là, après, j'étais comme crème. Finalement, il est le fun, ce jeu-là. Je veux rejouer. Fait que tu sais, j'ai refait une couple de parties en tour par tour sur BGA. Puis je me suis dit, ah, ben tu sais, comme on parle de jeu de BGA à l'épisode, je vais te le montrer. Puis je serais pas surpris qu'on ait une petite partie ou deux en tour par tour après ça. Ouais. Non, faut que j'aille ma revanche, hein. Quand même. Plus c'est moi qui est supposé aimer Splendor. Fait que c'est ça. Que vous ayez aimé Splendor ou pas, je pense que ça vaut la peine de l'essayer. Puis tu sais, il est gratuit sur BGA, là. Fait que pas de raison de pas le faire. Good. Fait que ça fait le tour des jeux qu'on a joués récemment. Maintenant, deux petites annonces à vous faire aujourd'hui. Pas deux, moyenne grosse même, je dirais. Ouais, une grosse pas pire. Ok, correct. Tu sais, ça a de l'allure, là. Ouais. fait que Vince nous quitte. Quoi? Il a été remplacé par Marion Non. Ben, au moins, c'est pas pire. Je suis content que t'aies au moins nommé quelqu'un, tu sais, qui connaît les board games pis que t'as pas dit genre ChatGPT ou Gemini ou... Ah, ben. Donne-moi pas des idées, toi. Mais je suis pas sûr qu'il va être aussi charmant que moi. J'aime pas ça ton hésitation, ça. Fait que bon, on va faire l'annonce là. Ouais. Donc on voulait vous annoncer qu'on allait être présent aux 12 heures ludiques du groupe Jeux de Société Québec qui est sur Facebook. Dans le fond, c'est un événement qui organise à chaque année où est-ce que justement on va jouer à des jeux de société pendant 12 heures. Fait qu'on va être présent, on va animer un petit quiz pour ceux qui sont venus nous voir à Estrijou. Ben ça va être à peu près le même genre de petits quiz là. Il va y avoir des prix à gagner, puis on va tester vos connaissances sur les jeux de société. C'est un événement caritatif au profit de Sclérose en plaques Canada, donc. Puis avec votre inscription, ça comprend aussi le souper, donc c'est ce qu'on m'a dit, ça c'est vraiment cool comme événement. Là. Moi, je suis pas allé encore, mais j'ai bien hâte de découvrir. C'est ça, vous pouvez venir jouer avec nous, participer à notre quiz, rencontrer plein de monde. Là. Il va y avoir d'autres visages connus, je suis pas mal certain, puis il va y avoir plein de jeux pour se divertir. Donc ça va être une belle journée. On répète, c'est le 18 mai. Donc c'est la fin de semaine de la fête des Patriotes, là, donc c'est le dimanche avant le congé. À Repentigny. Fait qu'on va vous voir à Repentigny pour le 12 heures ludique. Maintenant, on a une deuxième annonce. Je peux te laisser la faire, celle-là, si tu veux. Oui, dans le fond, on a un nouveau partenariat à annoncer avec la boutique L'Odyssée de Belleuil, donc un magasin spécialisé de jeux de société qui va commanditer le podcast maintenant. Ben oui, on est des sell-out, on est de même. On est tellement vendus, Sam, ça a pas de bon sens. Mais non, c'est ça. Dans le fond, ils vont nous commanditer sous forme de jeux qu'ils vont nous donner. Donc, ça va nous permettre de vous parler un peu plus de nouveautés, là, parce que là, on commence à avoir fait le tour pas mal de nos collections respectives. Puis, tu sais, on n'est pas des gros acheteurs d'habitude, là, fait que c'est cool d'avoir ce petit soutien-là. Puis, toi, t'es allé sur place à la boutique, là. Oui, je suis allé faire un tour. J'habite pas très loin, fait que c'est pas un gros détour pour moi. Fait que j'ai pu rencontrer Richard, le propriétaire. On a jasé un peu, un gars très sympathique. Puis j'ai pu voir aussi un peu la collection de jeux. Là. Il y a quand même pas mal de choix. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez commander en ligne sur leur boutique. Livraison est gratuite si vous commandez pour au-dessus de 150$. Puis ils ont un programme,
un programme de fidélité aussi qui vous permet d'accumuler des points si vous dépensez un certain montant en magasin. Puis aussi, c'est ça, en jasant avec le propriétaire, là, il y a sur place aussi, il y a des tables de jeu. Fait que des fois, le monde, ils se font juste s'installer, puis ils jouent à des jeux, puis c'est super convivial comme ambiance. Ouais, puis éventuellement, je sais qu'on a parlé d'organiser des événements là-bas, là, puis de participer, là. Donc, l'idée de ce partenariat-là, c'est de s'entraider, nous avec le podcast, avec la boutique, là. Je pense que ça va juste faire que plus de visibilité pour tout le monde. Puis, tu sais, pour nous, au final, tu sais, ça change rien. Là, on va le mentionner quand que les jeux qu'on vous parle, on les a reçus d'eux autres. Puis, tu sais, c'est pas question qu'ils nous poussent des jeux qu'il faut absolument présenter en duel ou quoi que ce soit. Là, ça va rester des choix libres, éclairés de notre part, là, à savoir de quel jeu qu'on vous parle, puis qu'est-ce qui va être en duel contre quoi. Là. Bon, éclairé, ça dépend. Je dirais pas que tous les jeux que Sam a présentés c'était des bons jeux, là, mais on va on reste libre dans le fond de prendre nos propres décisions pour choisir les jeux. Tu peux même parler, monsieur, j'ai perdu toutes les drafts qu'on a fait. Oh là 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 là. Il y en a juste 2, tu sais, statistiquement c'est pas si pire encore. Fait que ça, on est super excités par ce partenariat-là. On est confiant que ça va aider les deux parties, puis c'est juste plein de belles choses pour Board Game Duel. Et pour l'Odyssée, donc pour vos achats en ligne ou vos achats locaux, si vous êtes dans le coin de Belleuil ou pas trop loin. Bon, ben maintenant on arrive au plat de résistance. Donc pour rappeler le thème cette semaine, c'était les jeux qui sont mieux sur Board Game Arena qu'en vrai. Ça, il y a plusieurs trucs, je pense, qui pouvaient tomber là-dedans. Donc, de mon côté, j'y suis allé avec Seven Wonders Duel, paru en 2015, publié par Antoine Boza et Bruno Catala. Il revient. Et publié aux éditions par les éditions Repos Productions. Ici, dans notre cas précis, j'inclus aussi les 2 extensions de Seven Wonders Duel, c'est-à-dire Seven Wonders Duel Agora et Seven Wonders Duel Panthéon, qu'on a inclus puis qui sont tous les 2 intégrés dans la mouture de Board Game Arena. Si on veut. On peut jouer juste au jeu de base aussi, ou juste une des 2, ou les 2 en même temps. C'est ça, les possibilités sont presque infinies, Sam. C'est incroyable. En fait, il y en a 4. C'est vrai que 4, c'est presque infini quand on sait pas compter. Ouais, mais ça dépend dans quel sens. Hein. C'est très très proche de 0 quand tu penses à l'infini, dans un sens. C'est infiniment proche de 0. Fait que c'est pas proche de l'infini pantoute, c'est ça que t'es en train de dire. Ouais, mais c'est un infini dans un sens. En tout cas, on n'est pas ici pour parler de concepts mathématiques ou quoi que ce soit. On est ici pour parler de jeux, alors on va retourner à ça. On est peut-être mieux pour faire ça que pour parler de maths. Définitivement dans mon cas, en tout cas. Ouais. Fait que Seven Wonders Duel, à la base, c'était une adaptation du jeu Seven Wonders. Mais là, ici, on l'a modifié vraiment pour qu'on puisse jouer uniquement à 2 joueurs, puis que ce soit assez crunchy. Donc, le concept, c'est qu'on va essayer d'accumuler des points, puis la personne qui va avoir le plus de points va gagner. Pour ce faire, on peut construire des merveilles, qui vont être des grosses cartes, qui vont faire des points, qui vont avoir des effets spéciaux. Puis, au début du jeu, ces cartes-là vont être draftées. Donc, on va chacun avoir une sélection de 4 merveilles qu'on peut potentiellement construire. Malheureusement, vu qu'on joue à Seven Wonders, ben, il va en avoir juste 7 qui vont être construites. Fait qu'il y a une petite course ici à savoir qui va pouvoir faire ces 4 merveilles avant que l'autre les fasse. Puis on va éventuellement construire notre ville. Puis notre ville, pour la construire, on va aller chercher des quartiers qui sont des cartes, qui sont formées en espèce de pyramide où on a une rangée de cartes visibles, une rangée de cartes cachées, visibles, cachées, et ainsi de suite. Puis on peut aller acheter ces cartes-là avec notre argent. Ces cartes-là vont nous permettre soit de produire certaines ressources, vont nous donner des forces militaires, ou vont nous permettre de développer de la science ou de développer notre commerce. Fait que chaque carte va avoir des prérequis pour sa construction, qui va généralement être justement une combinaison de ressources ou d'argent.
certaines cartes vont être gratuites au début de la partie, mais à mesure qu'on va progresser, il y a comme 3 âges à la partie qui font qu'on a 3 niveaux de cartes qui sont de plus en plus fortes, mais qui coûtent de plus en plus cher. Ben, on commence par des cartes, c'est ça, qui sont pas chères, puis qui vont nous permettre de construire une espèce d'engin qui va nous permettre de faire des points plus la partie avance. Fait que, à notre tour, on va pouvoir prendre une carte. On décide, est-ce qu'on veut prendre cette carte-là pour la construire dans notre ville? On veut-tu la vendre pour de l'argent? Ou on veut l'utiliser pour construire notre pyramide? Puis là, l'argent, dans le fond, peut servir à remplacer certaines ressources qu'on n'aurait pas dans notre ville à disposition. Fait que là, il faut un peu trouver son chemin. Parce qu'on peut gagner de façon militaire en réussissant à accumuler assez de force militaire, puis là, c'est victoire instantanée, peu importe où on est dans la partie, si on atteint un certain seuil de force militaire, on gagne. Ouais, c'est ça. T'as mentionné tantôt que c'était une course pour avoir le plus de points en fin de partie, mais ça, c'est comme juste une des 3 façons que tu peux gagner. Exactement, dans le jeu de base. Parce qu'on a aussi, c'est ça, fait qu'on a la victoire militaire, on a la victoire de points, puis on a la victoire scientifique aussi, on peut collecter des cartes de science qui ont des symboles dessus, puis si on est capable d'accumuler 6 symboles différents, ben encore une fois, victoire instantanée, on compte plus les points, ça finit là. Fait que là, ça c'est le jeu de base. Mais dans le fond, tu t'essayes de jongler avec les différents types de cartes pour essayer de maximiser tes points. Tu as des cartes qui te donnent des points directs, tu veux aller vers ça. T'as un système aussi t'as un système que j'ai pas parlé qui est pas mal intéressant, c'est une espèce de système de gratuité. C'est que t'as certaines cartes qui sont construites gratuitement si t'as la carte prérequis déjà dans ta ville. Fait qu'il y a moyen, de faire des combos comme ça puis de construire plein de bâtiments qui te coûtent rien si t'as les bons bâtiments déjà dans ta ville. Ouais, là, c'est des cartes de l'âge 1 qui vont te permettre de construire tes cartes de l'âge 2 et 2, 3, mais oui, c'est là, mais en même temps, tu peux pas baser ta stratégie là-dessus parce que tu sais pas si la carte en question elle va sortir à l'âge d'après, tu sais. C'est ça. C'est juste c'est un bonus intéressant, mettons. Ouais. Qui peut arriver pendant la partie. Puis qui est un petit peu fiddly à tracker en vrai, je pense. Ouais. Fait que c'est cool quand que BGA le fait pour toi. Exact, parce que BGA aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule tout le temps en temps réel combien ça te coûte construire ta merveille. Parce que, comme je disais, tu peux soit avoir les ressources dans ta ville, puis là, tu peux utiliser ces ressources-là pour construire, mais les ressources que t'as pas, faut que tu payes. Puis là, ben, t'as des affaires dans ton marché, dans tes cartes qui peuvent faire que les ressources supplémentaires te coûtent juste 1. Mais de base, ça va te coûter 3. Ou plus si l'autre a des cartes de cette ressource-là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, à un moment donné, ça peut devenir compliqué de tracker. OK, là, finalement, ça me prend combien d'argent pour construire ma merveille? Ben là, BGA est là pour toi. Il calcule tout en temps réel, puis avec tous les bonus que t'as, ben, tout se fait tout ça. Fait que c'est merveilleux. Fait que là, on va compliquer un peu les choses maintenant en ajoutant une première extension. L'extension Panthéon. Ce que ça fait, c'est que au premier âge du jeu, il va y avoir certaines cartes qui vont avoir des jetons de religion. Lorsque on va enlever la carte qui est sur la carte qui a le jeton religion, on va pouvoir révéler ce jeton religion-là qui correspond à un deck de cartes de Dieu. On pioche la personne qui révèle le jeton pioche 2 cartes de Dieu qui correspondent à ce jeton-là, et en choisit une qui va placer sur le plateau des temples. Le plateau des temples est un peu particulier dans le sens où il va avoir 6 positions dessus, et à chaque position, dans le fond, il y a une valeur qui est attitrée à chacun des joueurs. Puis ça va être le coût que ça va coûter à ce joueur-là, à chacun des deux pour construire cette carte-là. C'est ça, plus une carte est proche de moi, moins elle me coûte cher à moi, puis plus elle coûte cher à mon adversaire. Fait que c'est ça. Fait que là, quand tu as cette carte-là, tu l'as dans les mains, tu dis, je veux-tu l'avoir pour moi, ou ça me dérange pas que mon ennemi l'aille, puis moi, plus tard, j'en veux des meilleurs. Ben là, tu la places sur sur le plateau en fonction de ça. Chacune de ces cartes-là a comme des effets un peu spéciaux, un peu brisés, qui viennent changer les règles, qui peuvent être d'aller chercher une carte qui a été défaussée, qui peuvent être d'aller chercher un jeton technologie particulier. Ça peut nous permettre de briser une carte de notre opposant. Il y a plusieurs options possibles.
C'est un peu comme à peu près les mêmes genres d'effets que les bonus quand tu construis une merveille. Exact. Ish. C'est pas mal. Il y a à peu près ça. À ça, on ajoute que dans le fond, c'est des cartes qui sont considérées comme si on construisait un grand temple. Puis dans le jeu de base, on ajoute des cartes qui nous font faire des points en fin de game si on construit de ces cartes-là. Dans le fond, si on amène des dieux. Fait que ça fait que ces dieux-là peuvent t'aider à faire des points pendant la partie, mais à la fin, il y a des cartes qu'il faut que tu ailles chercher pour encore plus les valoriser. Fait que c'est comme une autre façon de faire des points. Puis en plus, c'est que le tour où tu fais ça, tu fais juste ça. Fait que tu vas pas chercher une carte dans la pyramide, fait que tu révèles pas de nouvelles cartes à l'adversaire. Fait que si t'as comme un choix très moyen puis qu'il y a plein de bonnes cartes en dessous, ben tu peux juste aller te payer pour aller chercher une carte Panthéon pour que ce soit l'autre après qui soit pogné pour prendre la carte que personne veut puis te laisser la science que t'as besoin pour gagner, tu sais. Exact. Puis ça, c'est super stratégique parce que de savoir qu'est-ce que ton opposant va avoir comme choix, c'est super important dans le jeu de base. C'est des fois, ça va carrément décider de tes décisions. Ça va déterminer toutes tes décisions parce que tu veux pas révéler la carte qui est là parce que tu le sais que c'est une carte guild, puis là t'as peur que ton opposant fasse trop de points avec cette carte-là. Fait que de pouvoir skipper un tour pour faire en sorte que c'est toi qui vas pouvoir avoir cette carte guild-là plus tard, c'est vraiment puissant. Ça change, c'est ça, une dynamique de sur le jeu qui est assez importante, fait que ça ajoute une twist qui est quand même cool. Fait que ça, c'était l'extension Panthéon. Maintenant, il y a une deuxième extension. L'extension Agora, qui rajoute une dimension politique à tout ça. Donc, au plateau de combat, on ajoute aussi le plateau Agora, qui rajoute dans le fond des salles du Sénat. Chaque salle du Sénat, dans le fond, c'est que ils vont avoir un bonus qui lui est attitré. Au début de la partie, il va avoir juste la moitié des bonus qui vont être révélés, puis il y a 3 bonus cachés. Puis, ce que ça va faire, c'est que on ajoute dans notre jeu de base des cartes qui sont en lien avec l'Agora. On a des cartes noires. Les cartes noires, eux autres, ils vont nous permettre de soit d'aller en fait porter un cube dans une des salles de l'Agora pour en prendre le contrôle. Puis la personne qui a le plus de cubes dans une salle du Sénat a le contrôle de cette salle-là, puis gagne le bonus relié à cette salle-là. Une des utilités de la carte noire, c'est d'aller mettre des cubes là, mais on peut aussi l'utiliser pour comploter. Comploter, ça nous permet d'aller chercher des cartes complots qui ont souvent des effets qui peuvent être très violents dans le fond pour notre opposant. Qui peut être on parlait des cartes Panthéon qui étaient à peu près l'équivalent d'une merveille tantôt, là. Ces cartes-là, c'est comme 2 coches au-dessus en termes d'effet. C'est assez violent, mais c'est des cartes qui prennent du temps à mettre en place parce que il faut que tu payes d'autres cartes pour les faire. Faut que tu t'achètes une carte noire pour faire une conspiration. Un tour d'après, faut que tu jettes une carte comme si tu construisais une merveille, mais que tu la mets sur ta conspiration. Puis là, au 3e tour, tu peux finalement comme déclencher ta conspiration avant de jouer ton tour. Ou ça peut être plus tard dans la partie aussi. Tu peux le garder dans ta petite poche en arrière puis attendre le bon moment pour comme surprendre ton adversaire puis ruiner tous ses plans. Ouais, c'est ça. Fait que ça prend du temps à mettre en place, mais c'est quand même assez dégueu, là. Souvent ça vaut la peine, là. Tu peux briser la merveille de quelqu'un, tu peux même l'amener de ton bord. Oui, c'est vrai, lui voler, tu peux placer des cubes de plus, tu peux aller chercher une carte qui est dans la boîte. Non, c'est la chercher ou l'acheter dans la boîte? Non, tu vas chercher une carte qui est pas en jeu de ton choix, puis tu sais, ça peut être comme la dernière carte science qui te manque, ou le 1-2 de militaire que là, après ça tu vas acheter le 3, fait que là tu montes de 5 d'un coup puis tu gagnes de cette façon-là. Ah, c'est sauvage, là, les complots. Fait que ça fait le tour des cartes noires, puis à ça t'ajoutes les cartes blanches. Les cartes blanches, ben dans le fond, c'est qu'ils vont sur le dessus de la carte, il va y avoir 2 salles du Sénat qui vont être représentées. Puis là, à ce moment-là, tu peux ajouter un cube dans une des salles sur le tiers de cartes qui est représenté. Mais après ça, si t'as d'autres cartes d'autres cartes noires, d'autres cartes blanches, tu refais cette action-là plusieurs fois.
Fait que ça te permet d'avoir des effets vraiment boule de neige où finalement tu joues une carte, puis là tu places plein de cubes, tu prends le contrôle du Senna. Puis si tu contrôles totalement le Senna, c'est une autre condition de victoire. Ouais. Fait que c'est comme des cartes à intérêt composé, là. Plus t'en joues, plus qu'ils sont payants. Puis non seulement tu peux placer des cubes, mais tu peux aussi déplacer ceux qui sont déjà. Fait que tu sais, si t'as comme une majorité écrasante à quelque part, mais tu peux comme tasser un de tes cubes pour aller dans l'autre section à côté, puis en prendre le contrôle comme ça. Même si cette section-là fit pas avec la carte que tu viens de jouer. Exact. Puis on bonifie aussi l'aspect militaire, parce que sur la piste militaire, on va ajouter des bonus qui vont nous permettre de d'ajouter des cubes de plus dans le Senna, ou même de détruire un cube de quelqu'un puis de déplacer un des nôtres. Ouais, mais en fait, ça remplace les bonus qu'il y avait dans le jeu de base, qui était de gagner de l'argent ou de prendre l'argent de l'autre. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est qu'au final, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Puis si on décide de tout incorporer, Board Game Arena est vraiment un bon outil ici. Justement pour te rappeler combien va coûter ton bâtiment, ta merveille. Tout est précalculé par ou même la carte que tu vas acheter. Toutes les cartes dans le marché, dans le fond, tu vois non seulement combien ça coûte à toi, mais combien ça coûte à l'adversaire. Ouais, ça c'est quand même ça peut quand même être décisif aussi, parce que tu vois c'est quoi les options de l'opposant. Fait que tu te dis bon ben il peut pas acheter cette carte-là parce qu'il y a pas assez d'argent, parce que toute l'information est publique. Tu pourrais tout calculer puis te dire à chaque round, il peut-tu prendre ça, il peut-tu faire ça. Board Game Arena te facilite la vie en faisant tous les calculs à ta place. Fait que ça aide beaucoup à prendre des décisions, puis ça fait aussi que les games sont justement plus crunchy parce que tout le monde a toutes les informations correctement. Tu peux pas faire d'erreur de calcul parce que t'as le chiffre devant toi. Mm-hmm. Tu peux quand même faire des erreurs de genre prendre une carte qui ouvre la carte qui fait gagner l'autre. Là. Ça, je l'ai déjà vu arriver. Là. Puis ça m'est arrivé à moi aussi. Ouais, c'est ça. C'est plus des erreurs de jugement, mais ce sera pas des erreurs de calcul. Non, c'est ça. Puis tu sais, quand tu veux jouer avec les deux extensions, t'as comme 3 sets de cartes, là, les cartes de base, les cartes d'extension que tu rajoutes. J'imagine que faut que t'enlèves des cartes du jeu de base pour que ça balance, puis qu'il y ait le bon nombre de toutes. Mais comme je sais même pas comment ça marche parce que j'ai jamais joué avec les extensions dans la vraie vie, mais dans Board Game Arena, tout se fait tout seul. C'est ça. Fait que c'est assez simple de prendre en main. Puis tu sais, le jeu est juste super le fun déjà d'avance. Puis les extensions en rajoutent vraiment beaucoup. Tu sais, en fait, je me rappelle plus la dernière fois que j'ai joué à Seven Wonders Duel sans Agora déjà. Puis là récemment, là c'est ça, vu que Panthéon est arrivé aussi. Je l'avais pas encore essayé, je l'avais pas essayé en vrai. Mais je trouve que c'est cool. On rajoute vraiment la dynamique de pouvoir comme passer un tour, là. Ça ajoute vraiment quelque chose. Puis je me suis fait faire à m'amener par Sam. Parce que là, j'étais fier de mon coup parce que devant lui, sur les choix de cartes, il y avait juste de la scrap. Puis en dessous de la scrap, il y avait des trucs vraiment hot pour moi. Fait que là, moi, je t'avais pogné la carte religion qui était là depuis le début, puis qui était la dernière qui restait parce que personne la voulait, parce que c'était pas tant hot comme effet, mais je l'ai pas pris pour cet effet-là, tu sais, c'était ok, fine, j'enlève, je pense que t'enlevais une ressource, une carte ressource, quelque chose comme ça. Ouais, puis moi j'avais tout planifié autour des cartes jaunes, fait que je faisais full d'argent puis rien me coûtait cher, fait que je m'en foutais, mais le fait qu'il ait skippé son tour, ça l'a complètement pété mon plan. J'étais comme là c'est moi là qui a le choix qui est pas super. Puis c'est lui qui va avoir la carte que j'ai besoin pour faire full de points. C'est ça. J'étais fier de mon coup. Ouais, c'était pas pire. Puis en plus, c'est que moi, dans le tour d'après, je m'étais dit, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais le faire, là, je vais skipper le tour, puis c'est au moment où j'ai pensé que moi j'allais le faire que je me suis fait faire. Fait que c'était assez, je me suis fait prendre les culottes baissées pas mal à ce moment-là. Ça, on garde ça pour en dessous de la table. Oh. Fait que c'est ça. C'est pas mal Seven Wonders Duel avec toutes les extensions. Puis toi, Sam, t'as un jeu, toi aussi, que tu trouves que sur Board Game Arena est plus facile à gérer, puis j'ai, dans un sens,
pas vraiment le choix de te donner un peu raison, parce que le jeu en question, en vrai, c'est tout un engagement, juste lancer la partie. Ouais, c'est quelque chose. Mettons qu'il y a beaucoup de stock dans la boîte. Tu sais, c'est bien classé, parce que le jeu il vient avec des trays que tu peux placer toutes les petites tuiles, chacun dans leur compartiment. Mais tu sais, de s'y retrouver, de tout setter, de placer le board principal, les 12 sideboards, puis tout ça, mettre ça des bons côtés pour le bon nombre de joueurs. C'est du stock. C'est long. Puis sur VGA, c'est instantané. Donc, A Feast for Odin, c'est quoi? C'est un jeu de placement d'ouvriers. Dwayne Rosenberg, c'est Monsieur placement d'ouvriers. Je pense que c'est lui qui a popularisé le genre avec Agricola, puis il en a fait tout plein de dérivés au fil des années. Moi, de lui, c'est son jeu préféré. C'est son jeu préféré de lui. Non, c'est mon jeu. C'est ton jeu préféré, mais c'est à lui. C'est ça. Bon, de lui, c'est mon jeu préféré. J'en ai pas essayé des tonnes, mais celui-là, il me parle beaucoup. Puis, tu sais, au final, je l'ai pas sorti tant que ça souvent en physique, mais depuis qu'il est sur Board Game Arena, j'y joue quand même assez régulièrement. Puis là, je pense que je vais y jouer encore plus souvent parce que l'extension Norwegian vient d'arriver en alpha. Puis tu sais, quand t'écoutes des tops des extensions essentielles, il y en a aucun qui mentionne pas cette extension-là. Là. C'est tu sais, le jeu de base en tant que tel, il est super bon, puis tu pourrais y jouer plusieurs fois, puis jamais te dire que t'as besoin d'une extension. Mais un coup que t'as joué avec cette extension-là, jamais que tu veux revenir en arrière. Si tu peux. Parce que, dans le fond, c'est pas tant une extension qu'une patch. C'est comme une version, on a parlé de Dune Uprising, là, au dernier épisode. C'est un petit peu le même principe. On va comme rebalancer le board, là. Dans le fond, c'est un jeu de placement d'ouvriers, puis sur le board, il y a comme soixantaine de spots à peu près, là. Ça a l'air super impressionnant comme ça, mais au final, c'est assez simple parce que la façon qu'ils sont classés, c'est juste que t'as comme plusieurs niveaux d'action, puis là, plus tu mets d'ouvriers dessus, plus que l'action est bonne. Fait que si mettons tu fais les actions de ferme qui te rapportent de la bouffe, ben si tu mets un ouvrier, ben tu vas avoir un petit peu de bouffe, puis si tu mets 4 ouvriers, ben tu vas avoir beaucoup de bouffe. En gros, c'est ça. Je veux pas trop rentrer dans les détails, là. Mais c'est ça, les emplacements sont comme divisés par colonne. Puis tu sais, dans la première colonne, tu mets un ouvrier, tu fais un petit effet. Dans la deuxième colonne, tu mets 2 ouvriers, tu fais un petit effet un peu plus fort. Quand tu mets 3 ouvriers, tu vas pouvoir piger une carte d'occupation. Si vous avez déjà joué à Agricola ou Caverna, là, c'est un peu le même principe. Là, t'as comme un gros deck de cartes avec plein de jobs que les Vikings pouvaient avoir à l'époque. Puis dans le fond, un coup que tu la joues dans ton tableau, là, il va y avoir des emplacements qui vont te permettre de les jouer, ou si tu vas dans la 4e colonne qui te permet de placer 4 ouvriers, ben là, en jouant, tu peux placer une de ces cartes-là. Ça va te donner des points en fin de partie, ça va te donner potentiellement un bonus immédiat, ou ça va te donner un bonus à toutes les fois que tu fais un certain type d'action. Fait que ça va un peu comme orienter ta stratégie, parce que le jeu, il est quand même assez bac à sable. Parce que c'est ça, t'as beaucoup d'options. Tu peux aller chasser des baleines, tu peux explorer des nouvelles îles, tu peux émigrer, tu peux faire du pillage pour aller ramasser des affaires. Puis dans le fond, ce que tu ramasses, grosso modo, c'est souvent, tu sais, oui, il y a des ressources, là, il y a du bois, de la roche, du minerai, mais il y a beaucoup des affaires qui sont comme des tuiles de polyomino. Puis ils ont comme 4 catégories, si on veut, là. T'as comme les oranges qui sont les plus poches, qui sont comme de la bouffe, mais des végétaux, que tu peux upgrader en tuile rouge. Tu fais juste la revirer de bord, là, ça devient une tuile rouge de la même forme, qui, elle, est genre de la bière ou de la viande, ce qui est clairement supérieur aux végétaux. Les Vikings avaient compris ça. C'est quoi cette call-là? Puis après ça, tu peux upgrader ça en des biens... c'est tout le temps la même forme,
mais ça, tu sais, thématiquement de passer genre de panier de pêche à de la graisse de baleine à une grosse cape à genre un coffre rempli de pièces d'argent. Pourquoi que quand t'as milliard tu passes d'un à l'autre, c'est comme pas vraiment clair, là. C'est comme tu fais des deals, du marchandage, puis comme clairement tu fourres l'autre partie. Ouais, parce que ce qui est intriguant aussi, ce qui est intéressant en fait, c'est que ces couleurs-là, ils ont mécaniquement des grosses différences puis sont vraiment importantes à en prendre en compte. C'est comme t'as parlé de ton casse-tête de polyomino, mais tout le monde a un plateau personnel sur lequel placer ces polyomino-là, puis en fonction des couleurs, il y a des règles à respecter. C'est ça, sur ton plateau principal, tu peux juste mettre du bleu ou du vert, puis tu peux pas mettre du vert côte à côte. Comme que t'alternes entre les verts ou les bleus, ou que tu mettes juste du bleu. Mais les bleus sont plus difficiles à aller chercher. Puis en plus, t'as comme un Tetris à faire parce que tu peux pas placer tes tuiles n'importe où. Là, t'as comme une piste de revenus qui va augmenter au fur et à mesure que tu caches des affaires sur ton plateau, mais pour cacher la case qui te permet de passer au revenu suivant, dans le fond, il faut que toutes les cases à gauche puis en bas de cette case-là aient été recouvertes aussi. Ce qui, des fois, dans la vraie vie, ça arrive souvent que tu laisses un petit trou par erreur, là, comme tu triches à l'insu de ton plein gré, là, comme dirait notre ami Martin de l'atelier du Meeple. Puis ça arrive pas sur BGA parce que BGA te laisse pas faire. Quand t'arrives pour mettre ta tuile dessus, elle va être en rouge, puis tu vas être comme, voyons, quand ça, je peux pas... Ah oui, il y a un petit trou là. Ah, je vais mettre une petite pièce d'argent là, puis ça va passer après. Ou, moi, ça m'est arrivé souvent aussi, par erreur, de mettre 2 pièces vertes côte à côte, puis là, c'est 3 tours après que tu fais comme, oh shit, j'avais pas le droit de faire ça. Puis là, comme, tu pourrais juste l'enlever puis la placer ailleurs, mais tu sais, pendant ces 3 tours-là, t'as comme profité du fait qu'il était là, parce que, comme je disais, plus tu places d'affaires sur ton plateau, plus ton revenu va augmenter, mais t'as aussi comme des cases que tu peux placer du stock dessus, ou que tu peux juste entourer en faisant du Tetris avec tes formes, puis là, un coup que cette case-là est entourée, elle va te donner un bonus à chaque tour, là, qui peut être soit des ressources ou des tuiles carrément rouges ou vertes ou même bleues. Fait que tu vas avoir un revenu de ces tuiles-là à chaque tour, puis tu vas pouvoir replacer sur ton plateau, soit ton plateau personnel ou il y a une des actions qui te permet d'aller explorer des îles, fait que là ça te donne comme un deuxième plateau personnel qu'il y a juste toi qui as accès à ça, puis qui va avoir d'autres bonus dessus, d'autres revenus, d'autres trous à combler, mais tous ces emplacements-là vont aussi avoir des points négatifs d'imprimés dessus. Fait que là, t'as vraiment intérêt à aller chercher des tuiles vertes puis bleues puis à les mettre dessus pour couvrir ces points négatifs-là, pour non seulement te donner tes bonus, mais aussi comme pas perdre tous tes points en fin de partie. Ouais, fait que c'est ça, de bien construire ton engin, de bien construire ton Tetris, c'est primordial pour pouvoir gagner à ça. Puis il faut que tu saches, dans le fond, une fois que faut que tu connaisses aussi, tu sais, les chemins d'amélioration des différentes ressources, comment passer d'un truc à l'autre pour avoir le bon polyomino qui a la bonne forme, tu sais, où est-ce que tu peux aller chercher. Il y a beaucoup de mécaniques, c'est ça qui s'imbrique, puis je pense, comme tu disais, là, juste dans la façon dont tu fais ton polyomino, c'est facile ton Tetris, c'est facile de faire une erreur qui peut t'avoir avantagé pendant un certain temps. Puis l'avantage BGA, là, c'est vraiment, c'est que tu peux pas faire ces erreurs-là parce que tout est précalculé, tout est préseté. Ouais, puis quand t'améliores tes trucs, ben t'as pas à chercher genre la tuile équivalente de l'autre couleur, là, tu sais. Ça se fait tout seul, puis tu sais, t'as pas genre ta table remplie de plein de petites composantes qu'il faut que t'ailles fouiller dedans à tous les tours, là. Ouais. C'est ça, puis puis quand tu joues physiquement avec ce jeu-là, là, t'as du stock partout sur ta table. Tu sais, c'est que Mané, c'est bon, ils sont où les montagnes là, ils sont perdus où? Là, ce style-là, c'est-tu toi qui l'as ou est disponible? Puis il y a du stock partout. BGA organise ça avec différents onglets. Fait que, tu peux t'as un onglet pour aller voir c'est quoi qui est la montagne qui est disponible, c'est quoi les îles qui sont encore là. C'est quoi qui a pas été pris dans la forge, tout est segmenté, tout est séparé. Tu sens que tu sais, quand tu regardes le jeu, t'es moins, moi, je t'avoue que c'est un jeu que je qualifierais d'intimidant quand tu le vois sur la table. Là. Ouais, mais c'est sûr, quand tu vois comme les 60 emplacements d'ouvriers, t'es comme, oh my god, c'est jamais que je vais retenir tout ça.
Mais au final, tu sais, c'est comme 7-8 emplacements qui sont subdivisés en segments de plus en plus forts. Tu sais, je disais tantôt que Norwegian, c'est pas tant une expansion qu'une patch, mais ça rajoute quand même quelques petites affaires. Il y a des nouveaux animaux que tu peux avoir dans ta ferme. Là. Dans le jeu de base, on a juste les moutons puis les vaches, mais on rajoute les cochons puis les chevaux. Tu sais, qui ont d'autres shapes de polyomino puis qui valent plus ou moins de points. Mais la grosse affaire que ça rajoute, c'est une 5e colonne qui sont des actions quand même vraiment fortes, mais t'as pas besoin de mettre 5 meeples dessus. Parce que là, ça commencerait à être vraiment beaucoup. C'est que t'en mets 1 ou 2, mais ça doit être les derniers que tu places dans ton ronde. Fait que des fois, il faut que tu t'arranges pour qu'il t'en reste exactement 1 ou 2 pour pouvoir aller jouer dans ces actions-là. Puis si t'en mets 2, c'est que ça te permet d'aller jouer une carte occupation en plus. C'est ça. Puis c'est des actions qui sont quand même assez fortes, là. Tu sais, c'est pas... Ça, je trouve ça cool, parce que, justement, tu sais, à la fin, c'était comme, bon, j'ai des meeples de trop, puis genre, il m'en reste un, je suis obligé de faire une action en poche que je veux pas vraiment faire. Là, t'as vraiment un choix qui est pertinent et intéressant. Là. Ces actions-là, ils sont bonnes. Mm-hmm. Puis ça remplace un peu... je pense que dans le jeu de base, il y avait le nombre d'emplacements disponibles, il scalait un peu moins avec le nombre de joueurs. Il scalait quand même, là, mais avec l'extension, ils ont comme... ils ont carrément enlevé des spots. Là, t'as des trous dans le board quand t'es juste à 2 joueurs. Pour comme resserrer la chose. Là, oui, c'est encore super ouvert parce que t'as plein de stratégies, mais tu sais, t'as un peu plus tu sais, l'effet classique là, de placement d'ouvrier de comme j'ai vraiment besoin de faire cette action-là, je peux plus parce que quelqu'un l'a pris, tu sais. Fait que le Norwegian vient comme refermer ça un peu, puis comme ça fait qu'il y a un petit peu plus d'interaction. Là, ça reste quand même il est plus dans le multijoueur en solitaire que jeu interactif, là, mais comme moi c'est mon genre de solitaire en multijoueur, là. Tu fais ta petite affaire, mais t'as comme beaucoup de choses à penser, beaucoup de trucs à optimiser, là. Dans les gros euros low, je dirais que c'est un de mes préférés, là. Puis je suis vraiment content que l'extension arrive sur BGA, là. Parce que comme je disais tantôt, tu sais, un coup que tu y as joué, tu savais pas que t'en avais besoin, mais un coup que tu le connais, tu veux plus t'en passer, là. Ouais, tu sais, ça ouvre des possibilités, puis ça résout un peu les problèmes. Mm-hmm. Mais ouais, tu sais, cette action-là, là, ça finit que des fois, l'action supplémentaire dont t'as parlé, moi, c'est rendu que, tu sais, je pense à justement d'avance laquelle je vais vouloir faire. Puis celle-là, c'est une action que t'as moins de chances de te faire voler. Mm-hmm. Puis elle reste bonne pendant toute la partie. Fait que tu sais, des fois à la fin, parce que la façon que le jeu fonctionne, c'est que tu commences avec un petit nombre d'ouvriers, puis à chaque ronde, t'en rajoutes un de plus. Fait que t'as comme plus de bouche à nourrir, fait que t'as une plus grosse pression, parce qu'à la fin du round, faut que tu nourrisses ton monde. Mais tu sais, c'est pas aussi punitif que dans Agricola, mettons, où fallait vraiment que tu fasses tout ce que tu peux pour aller chercher ta bouffe parce que tu as des grosses pénalités de points quand tu le fais pas, puis tu sais, toutes les ressources sont tough à aller chercher. Là. Dans ça là, c'est comme t'as de la bouffe gratis comme un round sur 2 là, qui est comme un peu ton agriculture de base. Puis c'est quand même assez facile de nourrir ton monde. Puis si jamais t'as pas assez de bouffe, ben tu peux dépenser des pièces d'argent pour leur donner ça à manger à tes vikings. Puis apparemment qu'ils sont capables de manger ça. Fait que c'est définitivement pas des loups-garous. c'est ce que je dirais. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas le fun d'avoir à payer de l'argent parce que au final, c'est des trucs que tu peux mettre sur ton board, puis c'est aussi c'est des points en fin de partie, là. Fait que, mais tu sais, tu peux le faire, puis c'est pas même quand tu peux pas, tu vas faire genre moins 3 points dans une game qui va finir entre 100 et 200. Là. Cool. Fait que maintenant on peut en venir aux hostilités. Tels des Vikings, on va arracher nos gilets puis on va se hurler des noms de dieux, des dieux nordiques. Ouais, c'est ça.
je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de comparaisons à faire parce que c'est deux jeux comme tellement différents. On a un comme plus léger à deux, tu sais, qui se joue vite, puis l'autre qui est comme la grosse affaire épique qui prend toute ta table mais que finalement BGA te facilite la vie. Je pense que dans les deux cas, tu sais, on l'a dit pourquoi en décrivant le jeu, là, le fait de l'avoir en digital, ça peut être un gros avantage pour un paquet de raisons, autant pour un jeu que pour l'autre. Après ça, honnêtement, c'est plus une question de préférence de style là, ou de nombre de joueurs que t'as. Là, tu sais. Duel, il est exclusivement pour 2. Feast for Odin, tu peux jouer 1 à 4. En solo, ce qui est quand même intéressant, c'est que tu t'alternes les meeples de 2 couleurs, dans le fond. Fait que, mettons, les meeples que je joue dans le round 1 restent là, puis ils me bloquent les emplacements pour le round 2. Puis après ça, je place mes nouveaux meeples pour round 3, ben je reprends ceux que j'avais placés au round 1, puis c'est juste t'essaies de battre ton score, dans le fond. Ok. J'ai un petit bémol, peut-être, que je dirais. Seven Wonders Duel se joue mieux en tour par tour, parce qu'il y a moins de trucs à pister. Puis tu sais que dans un coup d'œil, tu reprends ta situation en main assez facilement. Feast for Odin, il est peut-être mieux en live, tu sais, qu'en tour par tour. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, quand je rouvre notre partie de Feast for Odin, là, ça me prend une petite minute, là, à me redire, bon, c'était quoi mon plan? Là, j'ai fait ça, là, j'ai fait ça. Là, Sam, toi, t'as fait quoi? Tu sais, ça me prend un petit moment, tu sais, tout le temps. Fait que ça fait que chaque fois que je me log, c'est un petit peu plus long parce que c'est quand même un autre niveau de complexité, là, on s'entend. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas un défaut, là, je veux dire, ça vient juste avec la complexité du jeu. Mais c'est le petit truc que je dirais. Tu sais, il y a du stock, là, dans Feast for Odin. Ah non, 100%, mais peut-être que c'est parce que je joue à plus de jeux lourds sur BGA que toi, tu sais, j'ai pas, tu sais, c'est vrai que ça prend un certain temps à relire le board puis t'as un système de notes que tu peux utiliser pour, tu pourrais te noter, mettons, le prochain move que tu veux faire ou, c'est sûr que c'est un peu plus fiddly, mettons, là, mais comme, je sais pas, moi j'ai l'habitude de faire ça pour d'autres jeux aussi, fait que j'ai pas l'impression que c'est comme un poids si gros que ça, là. Non, ben, je dis pas non plus que c'était si payé que ça, là. Mais c'est ça, c'est le petit truc que je vois. Il faut que je trouve des bobos à ton jeu un peu quand même. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, mais tu sais, pour moi c'est pas c'est plus sur le fait que je trouve pas que c'est mieux en live qu'en tour par tour. J'aime autant le jouer en tour par tour que d'autres jeux, là. Par contre, c'est sûr que je dirais que ça c'est un peu contre moi, là, mais si on prend nos deux jeux, puis que je dis c'est quoi le bénéfice, le bénéfice de le jouer en BGA qu'en physique, hein? Feast for Odin, il y a vraiment beaucoup d'avantages à le jouer sur BGA, juste pour le setup, puis pour la gestion de tous les plateaux, puis de l'espace de jeu, là, c'est... Ouais, mais tu sais, en même temps, ça enlève le petit côté épique, là. C'est vrai que, tu sais, t'as plein de stocks, tu sais, c'est impressionnant, mais ça reste des polyomino. Je veux dire, c'est pas le truc qui shine le plus sur une table, là. Non. Mais c'est... Tu sais, il y a de cool en... Tu sais, tu fais un après-midi, tu joues à Feast for Odin, tu sors tout, puis tu fais un bon café, puis tu joues à ton jeu. Tu sais, c'est relax, là, jouer à ce jeu-là. Tu sais, c'est cosy, là. Ah, ouais, je sais pas. Moi, je saigne du nez des fois à me retrouver puis à me dire bon ben là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, puis là, il faut que cet emplacement-là il reste disponible dans 2 rondes. Puis là, ben ça marche pas, puis là je suis comme non. Fait qu'en tout cas, c'est moi pour moi il est plus toi tu le trouves cosy, moi je le trouve intense. Mais c'est le fun, c'est intense. Mais tu vois moi je vais dire quelque chose de vraiment terrible. Je pense que je serais plus willing qu'on ait tout notre cellulaire avec BGA dessus pour le jouer que de le monter. Ah, ben non. Ça, quand même pas, là.
sais que c'est horrible, là, mais en y jouant, j'étais comme... Sur BGA, j'étais vraiment... Ouais, c'est plus simple. C'est vraiment... Mais tu vois, Seven Wonders Duel aussi, tu sais, ça me fait plaisir de jouer sur BGA, mais en vrai, tu sais, j'ai d'autres jeux que je sortirais avant. Qui sont dans le même créneau, là. Ah ouais? Je sais pas, moi, je trouve un Rift Force, un Targi, un Airland NC, tu sais, je serais plus attiré vers ces jeux-là parce que justement, tu sais, t'as comme moins de... Ben, ces petits jeux à deux, mais tu sais, en même temps, là, t'as comme la dimension de dungeon building, puis t'as l'interaction de savoir comment t'avances dans ta pyramide, puis de qu'est-ce que tu vas chercher comme carte, tu sais, ça. Oui, c'est un petit jeu à deux, mais t'as pas ce système-là dans les jeux que t'as nommés. Non, mais en tout cas, moi je trouve que j'ai des décisions plus intéressantes. Parce que souvent, Seven Wonders, Duel, tu sais, surtout juste le jeu de base avec les extensions, c'est moins pire, là, mais comme vers la fin, c'est comme le troisième âge, c'est quasiment mécanique, là. C'est genre, je prends cette carte-là, je sais qu'il va prendre cette carte-là, ça va me donner l'autre en arrière, puis tu sais, comme ça vient à genre qui va virer la carte qu'il a besoin pour gagner, tu sais. Fait que c'est un peu tout le temps la même affaire, là. Que ce soit comme la carte militaire ou la carte de science qui te manque, soit tu l'avoir ou pas. C'est un peu ça qui décide le gagnant, là. Oui, mais d'autres joueurs ont un impact là-dessus en sélectionnant les bonnes cartes au bon moment, puis en essayant ben, avec les extensions, t'as un peu plus d'impact justement sur l'autre joueur parce que ouais, vraiment. T'as d'autres fronts, là. C'est ça. À gérer. Puis t'as plus d'options pour comme décaler ton tour. Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, si tu veux jouer avec toutes les extensions, tu sais, c'est beaucoup de setup pour pas si long de jeu que ça. Tu sais, à refaire ton deck, aller repêcher les cartes qu'il faut que tu mettes absolument dans le deck, les brasser, puis ajouter, puis enlever, tu sais, c'est plus de taponnage pour, tu sais, le jeu court qu'il est. Ouais. Alors que BGA est là pour toi. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait le tour pour le duel d'aujourd'hui. Donc, ça va être à vous de parler maintenant. Il va être #TeamSam avec A Feast for Odin. Ou #TeamVince avec Seven Wonders Duel. Ou sinon, vous pouvez nous dire aussi c'est quoi votre jeu préféré à jouer en digital plutôt qu'en physique. Là, il y a d'autres bons choix. Là. Je pense à Innovation, qui est un de mes jeux préférés à jouer sur BGA aussi, je trouve que ça facilite la vie que toutes les icônes soient comptées en tout temps. Là. C'était pas à gosser à plier ou pas plier, mais comme player tes cartes, là. Ouais, décaler. Ouais. Non, c'est clairement un avantage pour Innovation. Fait que c'est ça. Il y en a quelques autres, là. La plupart du temps, je dirais que j'aime mieux jouer en physique qu'en digital, mais il y a quand même des exceptions. Fait que, dites-nous c'est laquelle votre préférée. Vous pouvez faire ça sur Facebook, sur Instagram, dans les commentaires YouTube, ou vous pouvez venir sur notre Discord pour jaser avec nous. Ça me fait toujours plaisir de lire et de répondre à vos commentaires. Sinon, pour terminer, on veut remercier Chrysalis pour notre chanson thème. On veut remercier notre partenaire l'Odyssée pour la commandite. On veut remercier nos Patreons aussi. Oui, qui nous supportent et qui ont accès au segment en dessous de la table, entre autres, où on va discuter à chaud de l'épisode qu'on vient d'enregistrer. Puis on tease souvent les prochains épisodes où on parle des dessous de Board Game Duel. Donc si ça vous intéresse, ça coûte quelques dollars par mois pour nous encourager, puis ça nous permet de faire vivre le podcast au final. Puis on remercie aussi tous les autres auditeurs. Merci de nous écouter. Puis on vous invite à recommander le podcast à votre ami, à vos ennemis, à vos parents si vous voulez. On aime ça, agrandir la communauté. Ouais, fait que juste un petit commentaire ou un rating sur votre application de podcast, ça peut aller loin pour notre visibilité. Bon, ok, on est un podcast, vous ne voyez pas, mais quand même, ça fait une différence. Wow.
Fait que sur ça, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on dit à plus. Bye! Ça teasait une annonce, tu sais. Ouais. Mais tu peux le teaser pareil, hein. Mm. Parce que tu t'annonces, ça pour plus tard dans l'émission. Avant ça, on va avoir telle section. Ouais. Okay. Ça fait 68 épisodes, puis faut encore tout te dire. Ah. Faut se renouveler, faut faire du changement, faut essayer. Mais c'est vrai que pour faire changement, tu pourrais être compétent. Ça, c'était... ouais. De ton côté, on va travailler à ce que tu sois agréable. Bon. J'avais dit, t'avais juste à le demander. On a mis ça au clair, là, une couple d'épisodes, me semble. Ben oui. Bon. Fait que c'est ça, on est super excités par ce partenariat. Voyons, colique. Partenariat. C'est comme C'est partenaire, mais Aria. Mm-hmm. Comme Arya Stark. Mais c'était pas drôle. La chose se complique. Parce que là, ça c'était juste le jeu de base. Si on ajoute le jeu, pour commencer, la première extension, l'extension Agora, qui rajoute un aspect... Je pense que c'est la deuxième, ça. Ouais, t'as raison, en plus. J'ai tout le temps raison. Désagréable.